Bonjour, merci d'avoir rejoint la table ronde organisée par la Fédération des entreprises de l'eau. Je suis Aurélie Collas, DG de la Fédération, et je vais vous présenter nos intervenants qui vont dialoguer au cours de ce sujet crucial, services d'eau et d'assainissement, comment résoudre la difficile équation entre besoin d'investissement, inflation et baisse des volumes. Donc, nous sommes avec Arnaud Bazir, président de la Fédération des entreprises de l'eau, par ailleurs directeur général de l'eau France chez Suez, et Bernard Barraquet, économiste, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste des enjeux de l'eau en France et dans le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors hier, au Congrès des maires, Jean-François Vigier, maire de Bure-sur-Yvette, a relayé au ministre Christophe Béchu les inquiétudes des élus locaux concernant la mise en œuvre de la transition écologique, évoquant le mur de financement, la nécessité de préserver la liberté des maires à décider librement des actions prioritaires dans leur commune et la nécessité que l'État déconcentré parle d'une seule voix dans les territoires. De son côté, France Eau Publique s'est inquiété il y a quelques semaines des voies et moyens pour financer le mur d'investissement, pour mieux protéger la ressource en raison du changement climatique et de ses conséquences, qu'il s'agisse de la lutte contre les fuites, de la modernisation des stations d'épuration ou de la lutte contre les polluants pas ou peu traités aujourd'hui. Alors, j'ai une première question, Arnaud Bazir. Quels sont les besoins d'investissement des services d'eau et d'assainissement en France et quelles sont les perspectives d'évolution au regard notamment des nouveaux enjeux, polluants émergents, révision de la directive aux résiduaires urbaines, etc. Écoutez, en termes de besoins qui sont devant nous, mais à une échéance extrêmement proche, je pense qu'il y a trois éléments principaux. Le premier élément, il a trait au retard qui a été pris au cours des précédentes années en matière de financement des services d'eau et d'assainissement. Il y a d'ailleurs un consensus assez partagé sur ce sujet. On estime à environ 17 milliards le retard accumulé au cours des dernières années, voire dernières décennies. Un chiffre qu'on peut rapprocher des 6 milliards qui sont dépensés chaque année en France dans les services d'eau et d'assainissement. Donc vous voyez, 6 milliards de dépenses annuelles. On considère que si on passait plutôt à 9 ou 10 milliards en environ 5 ans, on aurait pu rattraper ce retard. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, il a trait aux évolutions réglementaires qui sont en train d'intervenir dans notre pays. Je pense notamment à la directive européenne qui va concerner les eaux résiduaires urbaines, en gros les eaux qui sortent des stations d'épuration, pour lesquelles on va devoir passer à un stade supplémentaire de traitement avant de les renvoyer au milieu naturel pour respecter les consignes de l'Union européenne. Et puis enfin, le troisième facteur qui, à mon avis, va pousser à devoir faire des investissements supplémentaires, c'est un facteur que je qualifierais plus de facteur sociétal. C'est-à-dire qu'on voit bien en lisant la presse ces derniers mois qu'il y a une attente renforcée du public par rapport à la qualité de l'eau du robinet. Je vous renvoie à tout ce qui a pu paraître dans la presse autour des thématiques des nouvelles pollutions, ce qu'on appelle les pollutions émergentes, résidus médicamenteux, métabolites de pesticides, PFAS, chlorothalonil, etc., etc. Merci beaucoup. La réforme des redevances des agences de l'eau est également sur la table. C'est un premier pas vers la prise en compte des critères de performance des services publics d'eau et d'assainissement. Également un premier pas vers le rééquilibrage du poids des redevances entre les différents usagers. On sait aujourd'hui que l'eau domestique paye largement l'eau en France. Que pensez-vous de cette évolution, Arnaud Bazir ? Pour le moment, l'évolution, elle est en cours. Hein. Le projet de réforme n'est pas encore tout à fait abouti. On a constaté avec satisfaction que le gouvernement, dans le cadre du plan eau qui a été annoncé par le président de la République en avril dernier, prévoyait effectivement de revoir les mécanismes de financement des agences de l'eau. Donc on va dire que le principe de départ est tout à fait satisfaisant et on s'en réjouit. Après, comme vous le savez, le diable est parfois dans les détails et il faudra être attentif à ce que derrière ces mécanismes nouveaux qui vont se mettre en œuvre, il y ait une certaine équité dans la répartition des charges. Très clairement,
Pour donner un exemple, il y a quelques points qui ne sont pas complètement clairs aujourd'hui, et notamment qui a la responsabilité, qui prend en charge les impayés, qui ont plutôt une tendance à croître dans notre pays, puisque comme vous savez, pour des raisons sociales qu'on comprend et qu'on partage évidemment, depuis la loi Brottes, qui doit remonter à 2017 maintenant, on ne coupe plus l'eau aux gens qui ne payent pas l'eau, en tout cas sur leur résidence principale. Donc, on voit très bien l'objectif social et bien sûr, il était souhaitable d'aller vers cette évolution. Maintenant, il y a un coût qui reste pour la collectivité. La question, c'est de savoir comment on le répartit. Merci. Bernard Baraquet sur la réforme des redevances. Alors, premièrement, bonjour à tous d'abord. Je vous signale que la revue Hydro-Plus, dans son dernier numéro qui sort là, qui est novembre-décembre 2023, a tout un cahier sur la réforme des redevances où ils m'ont fait l'honneur de me donner une page pour que j'explique mon point de vue sur la réforme des redevances. Mais principalement, ils ont posé des questions à Régis Ten, de la Fédération des collectivités concédantes, et qui parle vraiment bien de ce problème et des difficultés à mettre en œuvre cette réforme. Je vous rappelle également qu'il y a de ça 2 ou 3 ans, un sénateur et un député, le sénateur Richard et le député Géretti, avaient fait un rapport en disant il manque 400 millions d'euros pour les agences de l'eau pour qu'on puisse arriver à faire face aux nouveaux enjeux, notamment liés au changement climatique. Et ils avaient essayé de trouver des solutions de financement. Et puis leur rapport, comme beaucoup de rapports, il est resté à la porte, notamment parce qu'en fait, ils envisageaient d'obliger les départements à transférer aux agences de l'eau les redevances qu'ils perçoivent, les taxes qu'ils perçoivent sur les constructions nouvelles pour ce qu'on appelle la taxe des espaces naturels sensibles. Et effectivement, beaucoup de ces espaces naturels sensibles étant des territoires humides ou avec des milieux aquatiques, ça pouvait avoir du sens. Okay, mais évidemment, vous ne pouvez pas piquer l'argent au département sans qu'ils se plaignent. Et donc, on voit bien comment ça a été difficile. Et aujourd'hui, finalement, on a abandonné cette piste et simplement, on a décidé d'augmenter de 475 millions d'euros le budget des agences de l'eau, ce qui veut dire qu'on va augmenter les factures d'eau des usagers domestiques et assimilés pour l'essentiel, pour arriver à ce montant de 475 millions. N'est-ce pas? Et moi, j'ai un problème avec ça, parce que ça fait déjà des années que je dis, que j'essaye d'expliquer que la facture d'eau comme vache à lait, ça ne va pas pouvoir continuer indéfiniment. Surtout si, avec l'argent qu'elles reçoivent, les agences sont obligées par l'État de financer directement de l'amélioration du milieu aquatique sans qu'on puisse démontrer, du moins facilement, que cette amélioration du milieu aquatique rend indirectement service à ceux qui boivent de l'eau potable et qui rejettent des eaux usées dans les tuyaux d'égout. Il y a un problème vraiment, parce que on peut toujours dire ah oui, tout le monde s'en sort finalement. C'est vrai que si la ressource en eau est de meilleure qualité partout, finalement, on peut dire que tout le monde en profite. Mais quand même, surtout que depuis la loi de 2006, la LEMA, qui a requalifié les redevances des agences en impôts, moi je vois pas ce qu'elles font dans les factures d'eau et je vois pas pourquoi on pique encore plus d'argent dans les factures d'eau pour faire des trucs qui effectivement correspondent au rôle que les agences pourraient jouer en jouant la carte de l'impôt. Or comme les collectivités ont la taxe GEMAPI, c'est ça qu'il faut augmenter. Et ça veut dire qu'il faut qu'ils augmentent les collectivités pour faire face à leurs obligations de partage du protection de la ressource, qu'ils augmentent ce que doivent payer leurs concitoyens, non pas dans les factures d'eau, mais dans les impôts. Bon, première piste. Après, on pourra discuter de la suite. Merci beaucoup. Alors, on a aussi beaucoup parlé tarifs de l'eau récemment, notamment suite à l'annonce du président de la République d'une réflexion autour de la tarification progressive de l'eau. Vous-même, vous avez étudié ce dispositif dans plusieurs collectivités qui l'ont mis en place en France. Quels en sont, selon vous, les avantages et les inconvénients? Je crois que vous avez mené des travaux de recherche en la matière autour des 3 E, économie, environnement, équité. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une tarification qui soit à la fois simple, juste, environnementale et qui finance le mur des investissements? Équation impossible, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. En fait, c'est ça le problème, c'est que nos services d'eau et d'assainissement sont des services à caractère commercial. Et selon les règles du service à caractère commercial, ces services doivent équilibrer leurs dépenses par des recettes. Donc, leur budget doit être en équilibre. Donc ça pose un problème parce que, en principe,
on ne doit pas introduire des subventions, sauf exception, par exemple, pour des toutes petites communes où il y a des problèmes qui sont à résoudre, qui sont infinançables. Mais, si vous voulez, faire ça, ça veut dire que on va avoir beaucoup de mal à obtenir des réactions positives des gens à qui on dit on vous augmente le prix pour que vous fassiez des économies d'eau. Et à la fin, donc les gens, ils ont supposé avoir des factures d'eau qui baissent parce qu'ils consomment moins d'eau. Et à ce moment-là, c'est les opérateurs et les autorités organisatrices qui se retrouvent dans les ennuis puisqu'ils ont moins de recettes. Et donc, ils ont moins d'argent pour entretenir leur réseau. Et du coup, on peut se dire, mais attends, est-ce que tout ça est bien raisonnable? Alors, moi, j'ai conduit moi-même un certain nombre d'enquêtes, notamment à Paris. Je vous signale quand même qu'on a réussi, avec mes collègues, à convaincre le Conseil de Paris de ne pas adopter la tarification progressive à Paris, parce que ça obligerait à mettre en place, en fait, des compteurs individuels d'appartements. Il faut savoir qu'à Paris, dans beaucoup de villes, c'est pareil, et même dans beaucoup de grandes villes du monde, il y a un compteur par immeuble. Donc à Paris, vous avez 93 000 compteurs pour 2,2 millions d'habitants, plus 1 million qui vient travailler dans des bureaux. Donc si vous commencez à mettre un compteur à chaque usager, chaque appartement, chaque bureau, etc., mais on passera à combien de compteurs? 1,5 million. Vous vous rendez compte ce que ça coûte? Parce que ce que les économistes, qui ont toujours de bonnes idées en disant « Ah oui, on va faire payer les gens parce que ça les incitera à économiser l'eau, puis après on fera un tarif social pour les pauvres ». Tous ces gens-là n'ont aucune idée que faire ça, ça coûte très cher. Ils oublient qu'il y a un coût d'administration. Alors, les gens qui travaillent en économie institutionnelle, comme moi, ils savent très bien ce que ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un coût de transaction. Pour que l'échange entre celui qui offre un service et celui qui l'achète se passe bien, ben, il faut qu'il y ait une transaction. Et il y a déjà pas mal d'économistes qui ont démontré que cette transaction, elle avait un coût. Et j'ai démontré pour ma part que dans beaucoup de cas, pour l'eau, le coût d'administration d'une sophistication des tarifs dépassait le gain qu'on pouvait en attendre, et en particulier pour les plus démunis. Et donc, franchement, c'est aller dans le mur. Et à l'époque, quand j'ai commencé à écrire ça, c'était à la fin des années 90. Donc à ce moment-là, j'étais parmi des gens très peu nombreux et très isolés et très décriés. Et puis finalement, d'autres gens ont fait des études et finalement, on s'est aperçu la quasi-totalité de mes collègues scientifiques sont extrêmement réservés vis-à-vis de l'efficacité réelle de la tarification progressive. En tout cas, je l'ai dit avant-hier ici à cette même table ronde, à la table ronde à ce même endroit, avant d'adopter une tarification progressive, j'engage absolument les élus et éventuellement leurs délégataires ou leurs directeurs de régie à faire une expertise des effets redistributifs du tarif qu'ils veulent adopter. Si ça se trouve, ce sera une catastrophe et il vaut mieux qu'ils le sachent avant d'avoir fait la bêtise. Merci beaucoup. L'intérêt du compteur individuel, c'est de permettre malgré tout aux usagers de pouvoir connaître leur consommation et donc d'agir dessus. Arnaud Bazire, concernant l'objectif de sobriété auquel les entreprises de l'eau concourent directement, vous évoquez un effet ciseau dû à la baisse des volumes consommés. Bernard en a parlé, qui va se traduire par une baisse des recettes des opérateurs, justement à l'heure où il y a urgence à investir. Qu'entendez-vous par là? Je pense qu'il faut revenir à des idées simples, pour pas dire simplistes, mais un peu de bon sens de temps en temps. Je pense que ça fait pas de mal. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis effectivement l'été 2022, on a l'impression que, et c'est très bien, il y a une prise de conscience dans ce pays sur le fait que l'eau n'est pas une ressource infinie, que c'est plutôt un bien précieux qui va devenir de plus en plus rare. Tout ça, c'est très bien. Mais il y a deux idées qu'on ne peut pas associer, c'est de dire c'est un bien précieux qui devient de plus en plus rare et son prix doit continuer à baisser. C'est juste incompatible. Voilà, ça, j'ai cette conviction-là. Aujourd'hui, les services d'eau et d'assainissement sont essentiellement composés, qui soient d'ailleurs gérés par le public ou par le privé, ça ne change rien à l'affaire. Ce sont des services à charge fixe qui, depuis des décennies, sont financés par des recettes qui, elles, sont des recettes assises sur les volumes. Bon. Tant que ces volumes ont été stables,
voire sur certaines périodes croissant du fait de l'évolution démographique ou de la croissance économique. Très bien, le modèle fonctionnait. À partir du moment où les volumes baissent, ce qu'on constate depuis l'été 2022, et il est très bien que la population ait pris conscience de ce qui est en train de se passer. C'est vrai que le cortège de sécheresse, d'incendies, de communes ravitaillées aux camions-citernes, voire à la bouteille, ça a fait un peu peur à tout le monde, et qu'on voit que les citoyens en France ont commencé à adapter leur comportement. C'est collectivement souhaitable et il faut que ça continue. Économiquement, il faut que ça nous conduise à repenser le modèle économique de l'eau. Le professeur Barraquet le rappelait à l'instant. Le principe en France, c'est le principe l'eau paye l'eau, c'est-à-dire que c'est la facture d'eau qui paye le service d'eau, et normalement pas d'apport extérieur. Très bien. Mais si on ne sort pas du modèle où des charges fixes sont financées par des recettes variables et décroissantes, eh ben on voit bien que le modèle économique est en train d'exploser. Bon. Donc il faut que collectivement, tous les acteurs concernés par ça, l'État, les collectivités locales, les acteurs privés, réfléchissent à définir un nouveau modèle de l'eau. Il y a plein de solutions possibles. Et après ça, on réfléchira à la tarification progressive. Est-ce que c'est bien, pas bien, etc. Je pense que je suis assez d'accord avec ce que disait le professeur Barraquet. De toute manière, on ne fera pas simple et juste. Ça, c'est une équation qui ne matche pas. Bon. Donc, ça peut, si c'est trop simpliste, on arrive souvent à des effets contre-productifs. Et alors, on ne pourra pas faire simple et juste, mais moi j'ai un collègue sociologue du Colorado qui avait une formule en anglais absolument fabuleuse. Il disait "It's better to be approximately right than precisely wrong." Et ça s'applique parfaitement à la sophistication des tarifs de l'eau. C'est avoir précisément tort ou être dans l'erreur, alors que la simplicité, qui n'est pas si juste que ça, est finalement plus acceptable par tout le monde. Et alors, moi, je voudrais dire une chose, parce que déjà, je parle beaucoup, souvent, de ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe, et notamment par rapport à l'avenir de ce qui va se passer demain. Vous avez des pays où on n'a pas fait le choix qu'on a fait en France. Je pense en particulier aux Pays-Bas. On en parle beaucoup en ce moment, pas forcément pour de bonnes raisons, mais les Néerlandais, depuis toujours, payent l'eau potable au volume avec des compteurs, à des entreprises privées, mais qui appartiennent à leur collectivité locale et à leur province, éventuellement. Ils payent l'assainissement dans les taxes d'habitation et les taxes foncières à leur commune, encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait la transition vers la facture d'eau de la partie assainissement. Et ils payent l'épuration des eaux usées à une espèce de comité de bassin, une Waterring, ça s'appelle. Il y en a 21 qui couvrent tout le pays et qui sont chargés historiquement depuis le Moyen-Âge de protéger les gens contre les inondations de la mer et des principaux fleuves. Ensuite, de mettre des moulins sur les digues pour pomper l'eau et pouvoir cultiver plus tôt. Donc, il y a tout ça. Donc, il y a toute la partie gestion quantitative. Et c'est à ces Waterring qu'on a confié la totalité des stations d'épuration du pays. Alors, il y en a beaucoup moins qu'en France, parce que comme c'est un pays à forte densité, ils ont en gros 300-350 stations d'épuration, là où nous, en France, on en a 17 000, dont 4 000 lagunes, parce qu'on a un pays, on a de très grandes villes, mais on a aussi des toutes petites communes. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même situation. Et pour les Waterring, les gens, ils payent par famille. Ils payent pour 2,5 personnes, quel que soit le nombre de personnes dans une famille, même s'il y a 10 enfants, et ils payent pour les gens qui vivent tout seuls. C'est les gens qui peuvent prouver qu'ils sont tout seuls, ils payent 1. Les autres, ils payent 2,5. Alors ça, c'est typiquement un mode de paiement qui est extrêmement simple et que les gens, finalement, trouvent juste. Parce qu'ils acceptent qu'on fasse payer moins cher l'épuration des eaux usées à une famille nombreuse. Eh bien, si vous regardez la façon dont on a payé l'eau dans nos immeubles dans le passé, quand on répartissait la facture selon les millièmes, ça revenait à subventionner les familles nombreuses pauvres, ou familles nombreuses en tout cas, par rapport aux familles moins nombreuses. Et c'est ce genre de réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui pour savoir comment on va s'en sortir demain. Moi, j'ai qu'une seule chose à dire. La réforme des redevances, elle aboutira de toute façon à faire débarquer les sommes que les collectivités locales doivent payer maintenant dans les factures d'eau. C'est-à-dire, on a une réforme de redevances qui
qui maintient les agences de l'eau et leurs mécanismes de financement dans les factures d'eau. Comme disait Arnaud Bazire, l'eau paye l'eau. Sauf que ce n'est pas vrai, parce que l'eau paye beaucoup plus que l'eau. Aujourd'hui, on pompe pas mal de fric dans les agences de l'eau pour financer l'Office de la biodiversité. Et qu'est-ce que c'est l'Office de la biodiversité? C'était la façon qu'on a trouvée pour sauver le Conseil supérieur de la pêche, c'est-à-dire les gardes-pêche. Bon. Et alors maintenant, en plus, les gardes-chasse. Alors moi, je veux bien que les gardes-pêche, ça fasse partie de la politique de l'eau et qu'on puisse payer pour ça, mais payer les gardes-chasse avec nos factures d'eau, franchement, c'est scandaleux. C'est juste insupportable pour les gens qui travaillent comme moi à essayer de trouver une solution qui soit efficace, équitable, mais surtout fondée politiquement. Et donc, en fait, si vous allez là aussi dans d'autres pays, les collectivités locales qui gèrent les services, c'est elles qui sont en rapport avec la ressource en eau. À partir du moment où la directive européenne, la directive cadre, nous demande de récupérer la qualité de la ressource en eau, les collectivités qui distribuent de l'eau et qui gèrent des réseaux d'assainissement sont en première ligne pour participer à ce financement de la gestion de la ressource. Et c'est pour ça que les agences de l'eau, aujourd'hui, elles détournent de plus en plus de l'argent qu'autrefois elles rendaient aux collectivités pour les stations d'épuration, la lutte contre les fuites des réseaux, les interconnexions, etc. Aujourd'hui, une part croissante de cet argent part à la reconquête du milieu aquatique, à ces fameuses solutions fondées sur la nature, dont on n'a pas forcément la possibilité de démontrer que ça rend service à ceux qui ont acheté des services d'eau et d'assainissement. Donc, en fait, le problème, c'est que, du coup, il faudrait que les collectivités locales, au lieu de répercuter ce qu'elles auront de plus en plus à payer pour la directive cadre sur les factures d'eau, qu'elles les répercutent sur les impôts locaux. Alors, il y a une troisième solution qu'on est en train de tester. Je défends ici l'association des établissements publics de bassin. On en a 42 en France et un certain nombre d'EPAGE, à une échelle plus petite, qui sont regroupés dans une association nationale. Aujourd'hui, c'est eux qui gèrent la ressource en eau à une échelle territoriale de bassin versant ou de sous-bassin. Et ils ont des problèmes parce qu'ils sont dépendants pour leur budget, d'une part de ce que veut bien leur donner leur agence de l'eau au-dessus, et d'autre part de ce que va leur transférer les EPCI à fiscalité propre qui sont aujourd'hui les membres de leur conseil d'administration. Alors vous en avez qui transfèrent à leur établissement de bassin tout ce qu'ils ont récupéré comme taxe GEMAPI, gestion de l'eau, milieu aquatique, prévention des inondations, afin que les EPTB, les EPB, fassent ce travail à leur place. D'accord? Mais tout ça mis ensemble, ça fait que cette partie de la politique, qui est la politique territoriale, où l'eau est considérée comme un bien commun, et pas un bien de club ou un service public commercial, est sous-financée, gravement sous-financée. Et on sait que les collectivités ont besoin de soutien au subventionnement justement pour payer les investissements qui seront nécessaires demain pour notamment l'eau potable. Le temps nous est un tout petit peu compté. Je voulais juste conclure avec vous. On ne va pas trancher aujourd'hui, hein, le débat est vaste. En vous écoutant, on a le sentiment qu'au fond, en France, on ne fera pas l'économie d'une réflexion dans le débat public, au cœur du débat public, sur l'évolution du modèle de financement des services publics d'eau d'assainissement. Je voudrais savoir, selon vous, quels sont les leviers existants sur lesquels il faudrait avancer? Quels sont les sujets qu'il faudrait réinterroger aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, c'est l'interdiction des dégressivités? Est-ce qu'il faudrait réfléchir à la part fixe, à la part variable? Quels sont les leviers aujourd'hui qui pourraient être actionnés pour enclencher ce débat public et que les collectivités puissent s'en saisir? Arnaud Bazire. Bon, par tempérament, je ne suis pas très favorable aux interdictions en général, mais par contre, oui, il y a des choses à faire. Je pense que le premier sujet, c'est d'arriver à décorréler la rémunération des volumes, ou en tout cas que ça ne soit pas assis que sur les volumes. Bon, pour ça, il y a effectivement un certain nombre de pistes qui paraissent assez naturelles. Aujourd'hui, la réglementation en France fait que la part fixe, ce que l'usager appelle souvent l'abonnement. Voilà, quand vous avez l'eau, il y a une part qui est fixe, qu'on appelle l'abonnement, comme pour l'électricité, et puis une part au volume. Bon. Aujourd'hui, la part fixe est limitée, c'est 30% dans les zones urbaines, 40% dans les zones rurales. Il n'y a que dans les zones touristiques, pour des raisons évidentes, là, il n'y a pas de plafond. Bon. Ça, c'est une première piste, c'est de dire il faudrait peut-être augmenter un peu la part fixe pour désensibiliser le modèle de financement du seul impact volume.
Après, il ne faut pas non plus que ça pousse les gens à gaspiller l'eau en se disant, bon, bah, puisque l'essentiel de ma facture est fixe, bah, je peux consommer sans limitation finalement, puisque le professeur Baraki faisait référence à d'autres modèles de financement. Moi j'ai connu dans un pays qui était, pour ne pas le nommer, l'Argentine, des systèmes où la facture d'eau était purement forfaitaire. C'est-à-dire que la facture d'eau était liée à des critères du type superficie du terrain, superficie de la partie habitée et nombre de points d'eau. Et c'est tout. Bon, le résultat, il était assez clair, c'est que les Argentins consommaient 500 litres par jour par habitant. Voilà. Donc, je propose évidemment pas qu'on aille vers ce type de solution, mais à l'évidence, il va falloir monter la partie fixe. Et après, une fois de plus, on ne fera pas l'économie d'une réflexion sur la meilleure répartition possible, mais je ne vais pas répéter ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut qu'on le fasse de manière très réfléchie pour ne pas aboutir à l'inverse de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire protéger les publics les plus défavorisés. Bon, moi, je pense que sur ce sujet-là, il faut faire confiance aux collectivités qui connaissent bien leur population. Il y a des instances qui savent très bien traiter ça, les CCAS, les PIMS pour les villes qui ont des PIMS sur leur territoire. On a des partenariats avec ces structures-là, et c'est ça qui permettra de cerner le mieux finalement le profil individuel de chaque foyer. Merci beaucoup Bernard. Le mot de la fin, en préparant cette table ronde, vous me disiez au fond, le débat qui est devant nous, c'est un peu le retour du politique au sens le plus noble du terme oui. sur les enjeux d'eau et d'assainissement. Absolument. Moi, je pense que si nos élus, si vous voulez, pendant des années, et notamment dans les histoires de contrats de délégation, on voit bien que les élus étaient bien contents d'avoir une entreprise privée entre eux et le public pour que ce soit l'entreprise privée qui prenne les critiques à leur place. Alors que finalement, la fixation des tarifs était faite en gros entre quatre yeux, entre les élus et les délégataires, ou dans les régies, avec les techniciens des régies, et le public n'était pas du tout associé. Quand vous entendez la complexité dont je vous fais part, vous voyez bien que ce n'est pas du tout facile d'associer le public. Et pourtant, il va falloir à un moment donné qu'on développe une culture de l'eau qui permette aux gens de comprendre ce qui va leur arriver, hein, et qui soient éventuellement à même de faire un choix. Moi, je veux dire, si on leur martèle dans la tête qu'il faut mettre des compteurs individuels pour faire des tarifications progressives, parce que comme ça, ils paieront moins cher, moi je dis attention, ça c'est des mensonges. Et les gens qui font ça, demain, ils vont s'en prendre, parce que malheureusement, une fois que les usagers domestiques auront fait l'expérience, ils seront furieux. Voilà. Et j'ai déjà vu des cas comme ça, hein. Je vous assure, je ne les invente pas. Des gens qui descendent dans la rue parce qu'on leur a mis un nouveau tarif qui leur fait payer l'eau beaucoup plus cher en définitive. Alors, il va falloir trouver des solutions. Moi, j'en reste sur ce que je dis. On n'est pas obligé de continuer à charger la facture d'eau indéfiniment. J'entends très bien ce qui se dit, il faut augmenter les parts fixes. Oui, on peut aussi augmenter les parts fixes, mais aussi on peut augmenter les impôts lorsque une partie de la politique de l'eau ne correspond pas à la notion de service public à caractère commercial. Et il y a plein d'aspects de la politique de l'eau qui ne devraient pas être financés par les factures d'eau. Et puis pour finir, il donnait l'exemple de l'Argentine, mais il y a un pays beaucoup plus près de nous où il y a encore 40% des gens qui payent l'eau au forfait dans des impôts locaux. Lequel, à votre avis? Personne ne le sait. Hein, Monsieur dit la Belgique. Non, c'est pas la Belgique. La Belgique, tout le monde a des compteurs d'eau. Il y a des compteurs d'eau partout, enfin, pas forcément individuels, mais... Eh bien, c'est l'Angleterre. Les Anglais ont été extrêmement fâchés quand on a décidé de leur remplacer leurs impôts locaux par des compteurs au volume. Alors aujourd'hui, les gros usagers ont des compteurs, c'est une bonne chose d'ailleurs. Mais beaucoup de gens ne veulent pas de compteurs. Et ils préfèrent continuer à payer au forfait annuellement. Et pourtant, eux, ils ne consomment pas 500 litres par habitant et par jour. Pas du tout. Ils ne consomment pas plus que nous. Donc ça veut dire que c'est peut-être le mot de la fin pour moi, c'est que quels que soient les choix qu'on va faire pour financer demain nos services publics d'eau et d'assainissement dans leur articulation qui se complexifie avec la ressource en eau, quel que soit le choix qu'on fera, il faut que ce choix génère la confiance des usagers. S'il n'y a pas de confiance, on va dans le mur. C'est simple, je pense que
Aucune question politique au sens noble Le qui centre suscite, d'information sur l'eau a deux choses qui sur la- suscite l'adhésion et la compréhension de l'usager, en particulier de l'usager domestique. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Je crois que ça pourrait donner suite à de nombreux débats. Merci de nous avoir écoutés. Bonne fin de journée.